Bien, bonjour à toutes et tous. Le but de la petite capsule vidéo là, très rapidement, ça va être de faire la correction donc de l'évaluation que vous avez faite avant les vacances sur le texte de Lalonde. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte. L'idée, c'est juste qu'on puisse corriger cette partie du devoir, donc la partie plutôt interprétative. Je veux que vous corrigiez les questions de cours pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu 10 sur 10, et je crois que personne n'a eu 10 sur 10. Donc vous reprenez les points qui ont à être repris, et moi je vérifierai le travail le 17 quand on reprendra le cours juste avant les joutes oratoires. Donc la restitution des connaissances, vous le faites par vous-même, vous reprenez votre cours, vous retravaillez ce qui doit être retravaillé. Là, moi, j'insiste en 10 minutes à peu près sur la deuxième partie de l'examen, à savoir l'analyse du texte de Lalonde et aussi des points de méthode que je vais vous donner au fur et à mesure, parce que je me suis rendu compte en vous corrigeant que la méthode de l'analyse littéraire, elle n'est pas encore tout à fait en place, et ça va me permettre de la travailler avec vous rapidement. Donc, première question, je vous demandais dans ce texte, Michel Lalonde cherche-t-elle à convaincre ou à persuader? Je vous rappelle que quand un auteur cherche ou une autrice à convaincre, il ou elle le fait avec des arguments tangibles, vérifiables, appuyés sur la raison. Quand il ou elle essaye de persuader, elle fait appel au sentiment du spectateur ou du lecteur, à des arguments qui sont moins fondés par définition sur la raison. Ici, vous avez un texte qui persuade, on va dire à 90%. Certains ou certaines d'entre vous m'ont dit effectivement qu'il y avait des références très précises, Saint-Henri, Saint-Domingue, Shakespeare, Longfellow, etc. Ça, ce sont des exemples, ce ne sont pas des arguments. D'accord? Les arguments qu'elle donne ou les idées directrices du texte, elles sont fondées sur les sentiments, sur l'évocation des émotions des lecteurs et des spectateurs. Plusieurs exemples. Première chose, elle déploie dans son texte un registre qu'on pourrait qualifier de pathétique. Pourquoi? Parce qu'elle propose le portrait des francophones, c'est-à-dire les Canadiens qui parlent français. Elle en propose un portrait pathétique qui doit inspirer la pitié des spectateurs ou des lecteurs. Le chagrin de Denigan. Je vais essayer de le surligner. Je ne sais pas si je peux y arriver ici. Le chagrin de Denigan ici, par exemple. La mention du chagrin renvoie par exemple au pathétique. C'est une possibilité, hein. Et puis vous avez ici la référence d'un auteur francophone qui vient insister sur cela. Vous avez aussi, par exemple, ici le portrait d'un peuple soumis, le peuple des francophones, soumis aux anglophones qui parlent anglais. Pourquoi? Nous sommes un peu durs d'oreille, nous vivons trop près des machines, nous n'entendons que notre souffle, négation restrictive, au-dessus des outils. Vous avez la description d'un peuple d'ouvriers, d'un peuple qui est soumis, qui est dominé par une entité autre qui est l'entité anglophone. Ces deux références visent à provoquer un sentiment de révolte ou un sentiment de pitié chez les lecteurs qui écoutent ou les spectateurs. Dans chacune de vos réponses, il me faut votre argument, votre idée directrice. Ici, elle cherche à persuader. Un argument comment par le registre pathétique et des citations qui viennent appuyer le propos. Les citations, elles ne viennent pas à la fin de vos réponses. Elles viennent au milieu et chaque fois que vous citez le texte, vous venez interpréter votre citation. Ici, par exemple, si vous citez les vers 20 à 23, et on parle de vers, hein, on est à la nuit de la poésie. Ici, c'est un poème qui est récité des lignes 20 à 23, vous avez la description d'un monde ouvrier, pourquoi, mention des machines, le souffle au-dessus des outils et la négation restrictive qui vient insister sur le souffle et sur la condition laborieuse des ouvriers. Là, vous êtes dans l'interprétation. Si vous me dites qu'il y a un registre pathétique et que vous me balancez deux citations en fin de réponse, ça va pas. Il faut que ces citations, elles soient intégrées à votre propos, à votre paragraphe, et que ces citations, elles soient expliquées, exploitées, interprétées. Deuxième chose qui vient provoquer la pitié, voire la révolte de l'auditoire, la critique du capitalisme, ou en tout cas d'une condition anglophone dominatrice. Vous l'avez avec l'intonation du discours, certains l'ont dit dans les copies, c'est juste, une ponctuation qui est parfois une ponctuation forte, speak white avec un point d'exclamation, une répétition aussi de cette, on le dira dans la troisième question, hein, une sorte d'anaphore qui vient structurer. Là aussi, vous avez par exemple une interjection avec un point d'exclamation. On voit, en tout cas, on croit voir la révolte de Michel Lalonde dans son discours. Tout ça peut mobiliser un sentiment de révolte chez le spectateur,
les encourager peut-être à combattre contre l'injustice. Vous pouvez aussi noter l'emploi de la P4. Nous sommes un peuple inculte et bègue. Elle inclut le spectateur aussi dans son discours. Elle s'inclut, elle, les francophones, les spectateurs. Si bien que tout le monde se sent concerné et que tout le monde peut avoir un sentiment de révolte, d'incompréhension face à la situation à laquelle sont soumis les Canadiens francophones. Bon, première question. Donc on est bien dans la persuasion par la mobilisation des affects du lecteur-spectateur. Deuxième, qui blâme-t-elle et pourquoi? Quelque chose de très important quand vous répondez à un DS, à des questions, attention aux consignes. Si je vous demande qui, c'est que derrière il y a une personne. D'accord? Donc analysez vos questions avant d'y répondre. Qui blâme-t-elle ici? C'est assez simple à comprendre. Ce sont les anglophones, peut-être, mais surtout les anglophones impérialistes. D'accord? Tous les anglophones du Canada n'obligent pas les francophones à parler anglais. D'accord? Une partie, par contre, le fait. Et c'est là qu'elle vient attaquer. Donc, qui elle blâme? Elle blâme les anglophones impérialistes. Ceux qui tentent de coloniser à travers ou à partir de la langue anglaise. C'est à elle qu'elle s'adresse, ou à eux en l'occurrence qu'elle s'adresse. Comment elle le fait? Elle le fait par un portrait à charge. Je vous mets la notion ici. Portrait à charge. Un portrait à charge, c'est un portrait péjoratif qui vient accuser, grossir les traits d'un personnage ou d'une collectivité pour la critiquer avec plus de véhémence, avec plus de force. Le portrait à charge, il est où? Vers 28 par exemple, vous avez ici les anglophones, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent, mais surtout ils donnent des ordres, ils fixent l'heure à l'ouvrage de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Plusieurs choses ici, c'est un portrait à charge qui est indirect. Comment elle sanctionne les actions des anglophones à travers son discours. Donner des ordres, politique répressive. Fixer l'heure de la mort à l'ouvrage, même chose, politique répressive. Et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Vous avez ici un système de coordination qui rafraîchit et ravigote le dollar. À quoi ça sert? Ça sert à critiquer d'une certaine manière le système capitaliste tel qu'il est mis en place par la langue anglaise. Okay? Et le dollar ici, il vient incarner ce capital. Ce capitalisme, c'est presque en fait une métonymie, le dollar qui symbolise un système économique à lui entier. Donc vous avez bien ici le blâme des anglophones, ou en tout cas des anglophones impérialistes, par leur position sociale et par le fait qu'ils dominent socialement, économiquement, les francophones du Canada. Première chose. Et donc un portrait à charge. Deuxième chose, il y a une mention qu'il fallait absolument relever ici, mais pour vous dire oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Très important, vous avez d'un côté nos vies, de l'autre côté vos empires. Vous avez bien les vies des Canadiens francophones, mais les empires, donc qui sont beaucoup plus étendus et donc beaucoup plus colonisateurs en fait, des anglophones, qui vient là aussi rajouter le blâme de cette population, qui vient emprisonner, qui vient soumettre une autre population par son linguisme, enfin en tout cas par ses éléments linguistiques, l'anglais, mais aussi par ses éléments économiques, sociaux, culturels, le capitalisme et la dimension impérialiste de l'anglophonie au Canada. Je fais une petite pause pour que vous ayez le temps de finir de noter. Donc on est bien sur un portrait à charge, je répète, avec un blâme. Alors il y a plein de choses à donner, hein, je vous donne que des exemples ici, mais ce blâme il passe par un portrait à charge indirect, critique des anglophones par le système économique, le capitalisme. Vous avez une politique répressive qui est critiquée ici par la Londe, et puis le système coordinatif, je vous rappelle, rafraîchir ravigote le dollar qui en creux dépeint le capitalisme. Deuxième chose, portrait à charge, pourquoi? Mention des empires qui viennent insister sur la dimension colonisatrice des anglophones, tandis que les francophones, on insiste sur leur vie, donc leur individualité, leurs intimités, et non pas sur leur système économique. Deux exemples parmi tant d'autres, évidemment. D'ailleurs, dans le pathétique, hein, là je vois par exemple en relisant le discours rapidement, et il y en a qui l'ont dit, hein, elle fait la mention des mots lacrymogènes, des mots matraques, des mots de résistance.
de la part des francophones. Troisième question. Relevez 3 procédés stylistiques qui, selon vous, donnent de la force à ce discours. Citez des extraits et expliquez votre choix pour chacun d'entre eux. Même chose, ici, il fallait relever le procédé stylistique. C'est la même chose que ce que vous faites en études linéaires en français, hein. Vous relevez le procédé, vous le nommez, vous le citez et vous l'analysez. Il faut toujours analyser, interpréter vos procédés. Donc, 3 procédés stylistiques. Le premier, c'est le plus évident, anaphore. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Speak white, qui arrive à plusieurs reprises dans le discours et qui provoque une alternance entre la langue française et la langue anglaise. Ok. Cette anaphore, elle sert à structurer le discours, bien sûr. Elle sert à donner du rythme au discours, bien sûr. Mais elle sert surtout à utiliser l'anglais pour mieux la déconstruire. Elle utilise l'anglais pour le détourner. Speak white, speak white, speak white, speak white, speak white. Il y a un effet de saturation qui est provoqué par l'expression figée en anglais. Effet de saturation, je vous le note ici. Et il y a un jeu de détournement, bien sûr. Même nous, à la fin, on est agacé d'entendre ce speak white. Donc ça rappelle le caractère répressif de la langue anglaise. Je vous donne un autre mot. Quand vous avez, donc là, ce qu'elle critique, en fait, c'est ce qu'on appelle le système diglossique. Et donc la diglossie, c'est quand vous avez une domination d'une langue sur l'autre. C'est exactement ce qu'elle fait ici. Elle vient critiquer le monopole de la langue anglaise sur la langue française. Vous pouvez aller plus loin. Deuxième procédé qui va dans le même sens, hein. Vous avez une tension entre la langue anglaise et la langue française avec des références, Milton, Byron, Shelley, qui viennent justement être en opposition avec Nelligan, qui lui écrit en français. Donc vous avez une opposition culturelle dont se sert ici Michel Lalonde en mettant dans une même strophe différentes mentions à la fois francophones, à la fois anglaises. Vous avez aussi un passage, parfois sans transition, entre l'anglais. Ici, un vers en anglais, juste en dessous, un vers en français. Donc elle joue comme ça de l'alternance entre l'anglais et le français pour mieux dénoncer ce système de colonialisme, de domination des anglophones sur les anglophones, etc. Vous avez aussi, et ça c'est très important, d'autres références historiques. Troisième procédé, vous avez la mention du Vietnam et du Congo, la mention de l'Allemagne, un Allemagne impeccable, une étoile jaune entre les dents, mention implicite évidemment de la Shoah, ici. Vous avez la mention plus tard de Little Rock, je ne sais pas où c'est. Donc les rues d'Alger qui renvoient évidemment à la colonisation française en Algérie et Little Rock ici que je vous ai mis en note de bas de page. À quoi servent ces références historiques? Elles servent à critiquer le colonialisme qui a eu lieu au XXe siècle dans l'entièreté du monde. C'est-à-dire que vous avez, à partir du colonialisme anglophone au Canada, une critique des systèmes de nomination internationaux en Algérie, critique de la France et de la politique impérialiste française en Algérie, de Little Rock, du Congo, du Vietnam, de l'Allemagne qui a quand même annexé l'Autriche, hein, je vous réapprends pas l'histoire, et qui essayait d'étendre son empire à toute l'Europe. Donc en fait, vous avez un déplacement. Là où on critiquait tout d'abord le colonialisme anglophone, on vient critiquer toute forme d'impérialisme et de colonialisme. On a un texte à portée universelle. C'est un texte de résistance, c'est un brûlot politique que vous avez sous les yeux. Et ici, vous avez un texte qui est engagé politiquement. C'est un texte qui vient critiquer toute forme de domination d'un humain sur un autre. C'est ça qu'elle veut provoquer, ou en tout cas qu'elle veut induire par son discours, Michel Lalonde. Donc vous avez bien une critique de la colonisation, be civilized, elle le rappelle ici, c'est ironique évidemment, soyez civilisés, arrêtez de coloniser. Tout l'extrait, quasiment, hein, fonctionne par principe d'ironie. Il fallait le relever dans le texte, hein, ça évidemment. Elle ironise pour justement rendre une réalité beaucoup plus criante, beaucoup plus crue et beaucoup plus critiquable, on pourrait dire. Quatrième question, comment la langue finit-elle son discours? Elle finit là aussi, alors bon, on n'a pas forcément lu le même discours hein, au vu de certaines de vos réponses. Comment elle le finit? Trois phrases ici, ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière la péroraison du discours, certains l'ont mis, c'est plutôt juste. Hein.
Elle clôture son discours. We are not alone. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Deux phrases, encore une fois, français, anglais. Nous ne sommes pas seuls. Traduction immédiate en français, quasiment littérale. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Pourquoi ce nous? Qui c'est ce nous? Ben, bien sûr, ce sont les francophones. Elle finit son discours par un appel à l'altérité, ça c'est très important, et surtout, elle fait un discours qui est fédérateur. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, sous-entendu, nous allons résister. Nous, c'est qui sont-ils? Qui symbolise ce nous? Tous les francophones du Canada. Donc c'est un appel à l'altérité, à la fraternité, à la résistance, mais c'est aussi un appel à se fédérer autour de quoi? Autour d'une langue unique, le français, pour que ce français ne soit plus considéré uniquement comme une langue à jurons, je sais plus, j'ai vu ça tout à l'heure, plus une langue avec des mots lacrymogènes, des mots matraques, mais une langue qui réponde au chagrin de Nénigan, mais aussi au génie de Nénigan. C'est-à-dire que cette langue française, ici, elle essaie de redorer son blason à travers ce discours et dire que la langue française a vraiment une implication, quelque chose à jouer dans le francophone ou dans la francophonie canadienne et internationale. Donc la fin de ce discours, il faut la comprendre comme un appel à la fraternité, à la réunion des francophones du Canada, mais pas uniquement, mais surtout un appel à la résistance. C'est un défi, presque une menace, on pourrait dire, aux anglophones. Nous ne sommes pas seuls. Sous-entendu, nous résisterons et nous ne nous laisserons pas faire. Ce pourquoi elle prononce ce discours en 70 ans. Dernière question, que pensez-vous de ce discours? Que provoque-t-il en vue? J'attendais une réponse développée avec des arguments précis, un retour au texte si besoin. Voilà, pour cette analyse, chose à retenir pour la suite de l'année, on y reviendra au lac sur Don Juan qu'on fera la question d'interprétation. Toujours trois dynamiques d'analyse. Vous le marquez quelque part, je vais essayer de grossir l'écran. D'analyse. Toujours, on donne un argument, première étape, mais on l'a déjà fait en cours, hein. Vous donnez votre analyse, votre argument, votre idée directrice. Vous citez le texte, toujours. Vous le citez de manière précise et vous référencez la citation. C'est-à-dire qu'on met entre parenthèses ligne quelque chose ou vers quelque chose. Attention à la manière dont vous insérez vos citations. On n'insère pas une citation n'importe comment. On l'insère correctement dans son propos avec un verbe introducteur, deux points, des guillemets. Une citation, ça commence pas une phrase. Ça va pas. Et ensuite, vous interprétez. Ça, c'est le plus important. Vous interprétez, vous analysez, vous faites sens du texte et vous donnez votre propre regard sur la chose. On ne fait pas de littérature si on ne donne pas son regard. Ça ne sert à rien, sinon on s'ennuie. Voilà pour ce texte de Lalonde. Vous prenez la correction, je vérifie le 17, et puis on y revient. S'il y a des questions, vous les notez bien, et on y revient en cours avant de passer aux joutes oratoires. Je vous mets sur le NT aussi une petite correction du documentaire à voix haute, qu'il faut corriger, et vous préparez vos joutes oratoires pour le 17. Vous passez tous le 17. S'il y a des questions d'ici là, vous me réécrivez. Bonne semaine à vous et surtout bon week-end.